Chaîne d'information politique. Bonsoir à tous et bienvenue sur Public Sénat pour 1h30 d'information. Dans quelques secondes, le 18h, le président de la FNSEA, Jean-Michel Lemétayer, plus remonté que jamais contre la Commission de Bruxelles, sera notre invité. Il nous dira s'il envisage une grève du lait. Et puis ce débat, la grippe A est-elle aussi une menace pour les libertés publiques? À 18h30, déshabillons-les. Hélène Risser se penche sur le Parti communiste français. Et puis à 19h15, conversation d'avenir avec Jacques Attali qui évoquera un pays plein d'allant et de jeunesse, un pays au cœur de l'actualité, avec le contrat des Rafales, le Brésil. Et tout de suite, le journal politique du jour. D'abord donc le tour d'horizon de l'actualité politique et parlementaire, les titres. 6 sur 8 FO et la CFTC absents de la réunion des syndicats pour poursuivre leur mobilisation. Une journée d'action est annoncée néanmoins pour le 7 octobre. La réforme des collectivités locales prend du retard. Le gouvernement peine à donner naissance aux nouveaux conseillers territoriaux. Également dans l'actualité, la grippe A donc menace-t-elle les libertés publiques? Un avertissement de scientifiques et de personnalités de gauche qui redoutent notamment une justice d'exception. Ce sera l'un des débats du 18h ce soir. Même mot d'ordre que lors des journées précédentes, ne pas faire payer aux salariés les conséquences de la crise. 6 syndicats appellent à des actions le 7 octobre prochain. La CGT, espérant que la réunion semi-unitaire qui s'est tenue cet après-midi amènera FO et la CFDT et la CFTC à rejoindre le mouvement. La réaction il y a quelques instants de Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT. On a multiplié les initiatives pour essayer de parvenir à une réunion à 8. Ça n'a manifestement été pas possible, non pas pour des raisons futiles d'agenda, mais tout simplement parce qu'il y avait en dessous de ça une différence d'appréciation sur la nécessité de se voir et aussi une différence d'appréciation sur un des sujets qui devait être abordé, à savoir le 7 octobre. Voilà, le 7 octobre, donc, journée de mobilisation, annonce Bernard Thibault, qui était avec Nicolas Béard. Un contrat à lui seul supérieur au montant annuel des ventes d'armes françaises dans le monde. L'engagement du Brésil d'acheter 36 Rafales et autres équipements militaires est une aubaine pour Dassault, en pleine difficulté depuis des années pour exporter son avion de combat. Mais les contreparties françaises sont si nombreuses que des questions apparaissent sur l'avantage financier et en termes d'emploi. Enquête de Pierre Bonde-Joseph. Sur les 36 Rafales commandés par le Brésil, seuls 6 exemplaires seront entièrement made in France. Pour remporter le marché, l'avionneur français a concédé de larges transferts de technologie. Le transfert de capacité de production, donc ce qui suppose le transfert des moyens eux-mêmes de production, mais aussi de tout ce qui permet de faire les tests. Il y a aussi la demande des partenaires de pouvoir faire des évolutions sur l'avion. Alors, à quoi bon vendre un avion si dès 2013 les Brésiliens pourront se passer du savoir-faire français? D'abord, cette vente ouvre la voie de l'exportation aux Rafales. L'Inde et l'Arabie Saoudite pourraient suivre l'exemple brésilien. Ensuite, et d'après l'Elysée, ce sont plus de 6 000 emplois qui seront créés sur 4 ans. Mais enfin, et surtout, la France n'avait pas d'autre choix face à la concurrence américaine et suédoise. Le Brésil est déjà une puissance aéronautique. Une puissance aéronautique notamment et surtout dans le domaine civil. Or, l'ambition du Brésil, c'est de devenir aussi une puissance aéronautique dans le domaine militaire. Officiellement seulement, la vente s'élève au total à 4 milliards 400 millions d'euros. Mais les contreparties financières sont importantes. La France s'est engagée à dépenser plus d'1,5 fois au Brésil ce montant. Des contreparties habituelles dans ce genre de contrat, mais très importantes. Les corps des 2 soldats français tués en Afghanistan ont été rapatriés. Ce matin, les honneurs militaires seront rendus à ces soldats à Vannes, là où ils étaient basés. Nouvelle victime occidentale aujourd'hui en Afghanistan avec la mort de 4 soldats américains. Alors que les soupçons de fraude sont de plus en plus forts, Hamid Karzai creuse l'écart. Il dispose au dernier pointage de plus de la moitié des suffrages. La réforme territoriale donne du fil à retordre au gouvernement, retard confirmé, même si le texte devrait être examiné avant la fin de l'année, assure le secrétaire d'État Alain Marleix. Des arbitrages sont encore attendus sur le mode d'élection des futurs conseillers territoriaux qui siégeront à la fois au département et à la région. La réaction de Gérard Larcher, président du Sénat, où la réforme sera d'abord examinée. J'ai reçu ce matin même une lettre du Premier ministre me confirmant que ma demande
qu'il n'y ait pas de discussion, de procédure accélérée. Ma demande, le gouvernement l'avait prise totalement en compte pour le texte collectivité territoriale. Je ne parle pas de l'agenda, je parle du fond. Ça veut dire c'est un texte qui aura la procédure normale, ce qui veut dire 4 lectures, et donc un travail en profondeur. C'est ce que souhaitait le Sénat, c'est ce que je souhaitais profondément. J'en avais fait la demande 11 juillet. Aujourd'hui, le gouvernement m'a répondu de la manière la plus officielle qui soit, par un courrier du Premier ministre. Gérard Larcher avec Delphine Girard. Notons que ni lui ni Bernard Accoyer n'envisagent la fermeture des assemblées en cas de pandémie de grippe A. Il s'agit d'assurer la continuité démocratique. Avec 5 élections présidentielles au compteur, Jean-Marie Le Pen, 81 ans, dit envisager de passer la main dès l'an prochain. Dans l'actualité également de ce jour, un appel citoyen aux consommateurs pour aider les quelques 90 000 exploitants français qui produisent du lait. Les producteurs lancent en effet un logo pour bien reconnaître le lait produit en France. Enquête de Fabrice Cunet. Face à la baisse des prix et une crise sans précédent, les producteurs de lait lancent un logo « Éleveurs laitiers de France », histoire de distinguer le lait produit, collecté et transformé en France de celui importé. Car en 2009, 400 millions de litres viendraient de l'étranger. L'idée est de sensibiliser les consommateurs au fait qu'en achetant du lait qui provient des exploitations laitières françaises, qui a été transformé en France, ils participent à conserver une valorisation et à permettre à toute la filière de vivre. En attendant ce logo, connaître la provenance du lait relève souvent du casse-tête ou des experts. Alors, on a la marque de célébrité, avec ici les 2 lettres BE qui veulent dire Belgique. Pour l'instant, seules ces abréviations sont obligatoires. Un changement dans l'étiquetage des produits est en discussion au niveau européen. On sait que la très grande majorité des laits de consommation aux marques nationales et à marques distributeurs sont plutôt originaires de lait collecté en France. En revanche, on trouvera plus souvent du lait issu de pays étrangers dans le cas des laits premiers prix. Le lait importé vient surtout d'Allemagne, où le prix est environ 15% inférieur à celui pratiqué en France. Objectif à terme du logo lancé aujourd'hui, sauver près de 3000 emplois dans les laiteries françaises. Voilà, pour parler du lait français et européen, notre premier invité, Jean-Michel Lemétayer, le président de la FNSEA. Nous avons 3 questions à lui poser. Jean-Michel Lemétayer, bonsoir. Bonsoir. 3 questions donc. Irez-vous jusqu'à la grève du lait sans quota? Est-ce la mort des producteurs français? Enfin, et si vous aviez choisi d'être député européen comme vous l'avez proposé, l'UMP, lors de la précédente campagne, est-ce que votre campagne serait plus efficace? Vous allez pouvoir nous le dire. D'abord, Jean-Michel Lemétayer, les producteurs européens envisagent une grève du lait pour contrer la baisse des prix et des cours, et pour contrer également la Commission européenne. Est-ce que vous les suivez? Je ne suis pas cette consigne qui n'est européenne que de nom, parce que je sais, pour avoir présidé les organisations européennes il n'y a pas si longtemps, au niveau donc du COPA, l'organisation des producteurs européens, je sais que nombre de producteurs dans des pays, notamment au nord de l'Europe, qui nous sont très concurrents, ne vont pas s'engager dans cette démarche. Et je suis personnellement, je ne suis pas à la démarche de la grève du lait. Je considère même que c'est une aberration, parce que je suis moi-même producteur de lait et je ne me vois pas traire les vaches le matin pour jeter mon lait. C'est vrai qu'on peut en donner un peu. Mais quand on revoit les centaines de milliers de litres que ça représente par jour, ce n'est pas la solution. Je pense qu'effectivement, il faut agir. Alors, qu'est-ce que très vous allez fortement. D'abord, je voudrais redire une nouvelle fois que on vient de voir à l'instant dans un reportage le président de la Fédération nationale des producteurs de lait, qui est membre de la FNSEA, et dont je salue le travail, parce que il agit en responsable, et lorsqu'il a signé l'accord du 3 juin sur le prix du lait aux producteurs, dont on vient de rappeler qu'il est plus cher qu'en Allemagne, c'est parce que nous avons réussi à convaincre nos entreprises de faire en sorte que les producteurs ne subissent pas, comme c'est le cas dans la majorité des pays européens, les prix mondiaux du lait, qui sont très très bas en ce moment. Oui. Donc il faut mener un combat contre le libéralisme, et là-dessus, je pense que tous les producteurs de lait français sont d'accord. Contre l'ultralibéralisme de la Commission. Je pense que la régulation, comme pour les marchés financiers. Je pense que les ministres qui se sont réunis hier sur la question laitière
et qui avait, pour en tout cas le ministre français et le ministre allemand, réussi à rassembler autour d'eux 14 autres ministres, donc ils étaient 16 ministres au total. Ils n'ont pas réussi à convaincre la Commission, mais je ne désespère pas que l'on arrive à faire la commissaire européenne, Mme Fischer-Boel d'abord, mais aussi pas mal de hauts fonctionnaires, pas mal de ministres aussi encore européens, sur cette attitude suicidaire en matière de politique agricole, qui laisse faire le libre marché. Ce n'est pas tenable, parce que c'est ça la situation à laquelle nous sommes. Mais sauf qu'on se souvient de la situation qui était là avant, et vous n'aviez pas critiqué l'augmentation des quotas de production je ne peux pas quand les cours étaient au plus haut. Mais attendez. Là, l'argent rentrait. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je me suis battu autant que j'ai pu le faire contre la décision administrative, politique de la Commission européenne et des ministres d'augmenter la production laitière en Europe pour cette campagne-ci, 2009-2010, alors qu'il n'y a pas de marché. Voilà les aberrations devant lesquelles nous sommes. Et moi je souhaite, parce que ça, on parle que de la crise laitière, mais il faut élargir le sujet. On a une crise de marché sur les fruits et légumes, sur le lait, sur la viande porcine, bovine, mais aussi sur la viticulture. Et je pense, j'ose espérer, que la Commission européenne va dire mais ce n'est pas possible de rester dans un système autant dérégulé, autant livré au marché mondial, pour lequel nos producteurs français, dans quelque secteur que ce soit, ne pourront pas résister. Donc j'espère que on va réagir. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle, moi, à la mobilisation vers la deuxième quinzaine d'octobre, parce que ça va pas se régler en 8 jours, et ce n'est pas la grève du lait qui pourrait être entamée par quelques-uns en cette fin de semaine qui va régler les problèmes. Je pense il faut obtenir une mobilisation pour une autre politique européenne, mais il ne faut pas que ça se passe simplement pour le secteur laitier. Il faut qu'il y ait une mobilisation pour plus de régulation du marché, pour l'ensemble de nos secteurs de production. Est-ce que sans quota, c'est la mort des producteurs français de lait? En tout cas, si il n'y a pas ce souci, sans quota, je ne sais pas. Mais sans volonté de régulation, sans volonté de maîtrise de notre offre européenne en lait, mais comme dans d'autres productions, je pense qu'on mettra nombre de producteurs en danger parce que finalement, quand il n'y a plus de régulation, quand il n'y a plus de maîtrise de l'offre, ça veut dire qu'on laisse le marché finalement faire seul ses effets, pas seulement sur les prix, aussi sur l'avenir même des producteurs. Comment font les autres pays qui produisent plus et moins cher? Ça fait partie des questions que j'ai déjà posées au gouvernement, auxquelles j'ai demandé d'ailleurs une réponse. J'ai demandé au gouvernement d'agir sur les facteurs de compétitivité. Je vais prendre un exemple sur la taxe carbone. On veut nous mettre une nouvelle taxe. On veut une nouvelle fois charger la barque des coûts de production en agriculture. On ne peut pas avoir un marché équitable en Europe. Je ne parle même pas par rapport à des importations venant de l'extérieur. Un marché équitable en Europe, si on continue d'avoir des charges en France qui ne soient pas supportables sur un marché qui est, lui, totalement libre. Parce que il y a une chose qu'on ne dit pas assez. Seul le marché agricole, et je vais ajouter les pêcheurs, ont un marché totalement libéralisé en Europe, avec des prix que nous ne pouvons pas fixer nous-mêmes. Troisième question, Jean-Michel Lemétayer. Est-ce que vous regrettez de ne pas vous être lancé dans la campagne des Européennes? Vous aviez été approché par l'UMP. C'est donc là qu'il faut mener le combat. Vous nous le dites aujourd'hui. Vous faites confiance à José Bové, par exemple, qui a fait son entrée au Parlement européen. D'ailleurs, quand je vois José Bové qui, pour régler, quand les producteurs de lait parlent de grève du lait, lui parle de faire la grève de la faim, je pense qu'un parlementaire européen, fut-il José Bové, réglera pas les problèmes par la grève de la faim. Je pense que moi j'ai choisi de continuer de défendre la profession. Et lui, il a choisi, et des productions. Lui, il a choisi de faire de la politique. Si la politique, c'est seulement faire une fois de temps en temps la grève de la faim, ça me pose problème. Moi, j'ai choisi de défendre la profession, et c'est pas facile en ce moment. Certains d'ailleurs me disent, tu serais beaucoup plus tranquille au Parlement. Non. Moi, je veux continuer de défendre les producteurs français, là où je suis, là où j'ai décidé de l'être, et je dis au gouvernement qu'il va devoir, dans le cadre d'une réunion sur le revenu de la ferme France pour 2009, mais aussi dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'agriculture, assurer l'avenir des paysans français, et je veux me battre auprès du gouvernement pour qu'on agisse pour cet avenir des producteurs français. Et vous combattez le gouvernement par ailleurs contre son projet de taxe carbone. Absolument. Mais c'est un autre dossier. J'ai demandé au Premier ministre encore ce matin d'exonérer les producteurs agricoles français de cette taxe, parce que je lui pose une question simple. Comment fait-il pour faire en sorte que les importations de nos pays voisins, européens, comment on fait pour que le marché soit loyal? Je prends les producteurs de tomates, les producteurs sous serre, d'autres producteurs comme ça, il ne sait pas répondre à cette question.
Jean-Michel Lemétayer, merci. La suite du journal tout de suite avec ce débat. Grippe A et liberté publique, oui ou non? La première menace-t-elle les secondes? Ce soir, Michel Alliot-Marie dément tout plan secret pour faire face à une pandémie de grippe A. Le syndicat de la magistrature a affirmé pourtant ce matin qu'une justice d'exception pourrait s'installer le temps de la crise sanitaire. L'enquête de Thomas Raguet. Des jugements rendus à huis clos, des détentions provisoires prolongées ou encore des gardés à vue privés d'avocats pendant 24 heures. Voilà ce que prévoit un document de travail du ministère de la Justice en cas de pandémie de grippe A. Que prévoit, ou plutôt que prévoyait la chancellerie? On a imaginé un dispositif qui permettrait, au cas où la société est paralysée, où la justice est paralysée, que la justice continue à être rendue. Donc, il s'agit de simples documents de travail qui, aujourd'hui, avec les données dont nous disposons, n'ont pas vocation à être mises en œuvre dans les semaines ou les mois à venir. Depuis sa rédaction en juillet, le dispositif a été revu à la baisse en raison des données médicales sur la dangerosité du virus. Mais pour le syndicat de la magistrature, il n'en reste pas moins démesuré et attentatoire aux libertés individuelles. Il y a des dispositifs de droit commun qui pourraient parfaitement fonctionner sans qu'on ait besoin de mettre en place une justice spéciale, dérogatoire à tous les principes fondamentaux. Et tout ça sans débat démocratique, puisqu'il n'est évidemment pas question que ce soit le Parlement qui prenne cette décision. C'est le gouvernement qui se fera habiliter par le Parlement pour prendre des décisions qui auront valeur de loi. Pour l'heure, pas de justice exceptionnelle donc, mais la révélation de ce plan qui avait déjà été diffusé à la hiérarchie judiciaire incite le syndicat à rester vigilant. Et ce soir, Elisabeth Guigou, l'ancienne ministre de la Justice, estime que la grippe est le prétexte à des lois d'exception. Invité du 18h, Marc Guerrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, directeur adjoint de l'espace éthique aux hôpitaux de Paris. Et il est question beaucoup d'éthique dans cet appel de scientifiques et de personnalités de gauche qui a été publié ce matin par le journal Libération. Avec nous également Gérard Gachet, qui est le porte-parole du ministère de l'Intérieur et qui est également associé, bien sûr, à la cellule chargée de la grippe A. Alors, première question, Marc Guerrier, quel est donc le sens de cet appel publié par Libération ce matin, signé, je l'ai dit, par des grands scientifiques, des personnalités de gauche, des syndicalistes, pour une gestion démocratique de la pandémie? Qu'est-ce que ça veut dire? Indépendamment des questions de parti gauche-droite, ce qui est passionnant ici, c'est qu'on voit que la pandémie, elle nous oblige à réfléchir à un projet social, à la fois sur le sens médical, et à la fois dans d'autres valences. Ici, la justice, mais on peut penser à l'économie, aux entreprises, etc. La pandémie, c'est pas qu'une question médicale. En sorte que, il faut être intégratif. Il faut penser à la fois les données de santé et en même temps toutes les conséquences des options qu'on prend. Exemple, qui on vaccine en premier. Exemple, si on fonctionne... Ça, c'est un problème de santé. C'est un problème de société et de santé. Le projet social ne se résume pas juste à quelques éléments techniques de santé publique. La santé publique, c'est des instruments techniques au service d'un projet collectif qu'on a ensemble. Est-ce qu'on souhaite, au bout du compte, pour être caricatural, impacter au maximum sur la vie économique du pays, ou bien, au contraire, je suis caricatural volontairement, impacter au maximum sur le nombre de personnes qui décèdent ou simplement qui tombent malades au cours de la pandémie? Évidemment, c'est dit grossièrement, mais ça montre simplement pour le propos qu'il y a un projet social et derrière, on se dit qui on va vacciner en priorité et quel compromis on fait, quels arbitrages on prend ensemble, parce que malheureusement, la situation nous y contraint. Gérard Gachet, est-ce que vous prenez en compte ce projet social derrière la gestion de la pandémie au ministère de l'Intérieur? Je ne sais pas s'il faut appeler ça projet social, mais il y a une vraie question d'organisation de la société qui se pose et que la cellule interministérielle de crise a également à régler, mais en tout cas à proposer des solutions. C'est comment fait-on fonctionner à la fois les principaux services publics, les principaux secteurs économiques indispensables à la vie quotidienne des Français, comment fait-on fonctionner tout cela si nous avons affaire, ce qui n'est pas encore certain, à une pandémie grave, c'est-à-dire peut-être pas grave au niveau de ses conséquences médicales pour chacune des personnes malades, mais grave dans le taux d'absentéisme qu'elle pourrait provoquer, puisqu'on parle de taux de 20 à 40% dans un certain nombre d'entreprises et de services publics. Donc voilà une des questions, et je pense que ce qu'on présente comme un plan secret, en l'exploitant peut-être un peu politiquement, devait être une note de travail qui se disait, je ne suis pas au ministère de la Justice, et cette note et ce plan n'a pas du tout, pour l'instant, été ni validé par le cabinet du ministre. Au ministère de l'Intérieur, des plans secrets. Non, il n'y a pas de plan secret, il y a des plans, ce qu'on appelle des plans de continuité d'activité,
Et ça, ils existent effectivement, et on les publie au fur et à mesure qu'ils sont prêts. Il y en a pour l'éducation nationale, il y en a pour l'intérieur, il y en a pour tous les grands ministères, pour les transports notamment. Et au fur et à mesure, on est en train de mettre sur pied tous ces plans de continuation d'activité. Sur quel point précisément, Marc Guerrier, est-ce que vous auriez envie de porter l'attention là? Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans cette affaire-là, c'est que on est amené à discuter. Il y a une occasion ici, mais il y en aura d'autres sur d'autres champs, discuter des processus par lesquels les décisions sont prises. Quel cheminement on fait pour arriver à décider ensemble qu'on fera telle ou telle option pour une pandémie? Je reprends l'exemple des vaccins que je connais, c'est le domaine de la santé. Il y a un projet social derrière. Il y a des experts qui sont extrêmement compétents et c'est fondamental que les experts en virologie, en épidémiologie et ainsi de suite réfléchissent et donnent des données et des outils, du grain à moudre en quelque sorte, à des acteurs qui vont prendre la décision. Ça, c'est un processus, mais dans le processus, à l'intérieur, si on ouvre la boîte, il y a des débats d'idées. Quel projet? Est-ce qu'on veut défendre les personnes hospitalisées spécialement? Est-ce qu'on va faire attention aux plus vulnérables, par exemple les gens dans les prisons, les SDF? Et comment? Est-ce qu'on peut rendre la vaccination obligatoire? C'est toute une question également. Est-ce que on veut mettre un curseur entre obligatoire et facultatif à un endroit donné? Derrière, la question du projet, elle est là derrière. Si je vaccine un groupe de population, non pas spécialement pour les individus de ce groupe-là, mais pour les effets que la vaccination va avoir sur la société. On peut se demander s'il y a un jeu de droits et de devoirs entre les uns et les autres qui s'installe avec des réciprocités et en parler. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on pourrait plus en parler. Plus en parler. Marc Guerrier, est-ce que vous estimez qu'on a le temps de se poser ces questions qui sont fondamentales, effectivement, alors que la pandémie progresse? On parle de 20 000 cas supplémentaires par semaine. Le problème, c'est d'avoir une réactivité des pouvoirs publics face à une situation qui évolue et dont on ne peut pas prévoir l'évolution parce que aucun scientifique aujourd'hui ne peut dire à coup sûr le virus va évoluer de telle ou telle façon. Donc nous avons la chance d'avoir un outil précieux qui est le plan pandémie grippale qui avait été mis au point pour la grippe aviaire et qui est adapté et un peu allégé d'ailleurs puisque le virus de la grippe H1N1 est beaucoup moins fort et virulent que celui de la grippe aviaire, mais nous avons la chance d'avoir ce plan qui est, comme l'a dit Roselyne Bachelot, une boîte à outils. C'est-à-dire vous avez pour chaque étape, pour chaque niveau de ce plan, un certain nombre de mesures qui peuvent être prises, et qui peuvent être prises soit au niveau national, soit au niveau régional, soit au niveau local, et dans lequel nous avons donc tous les outils nécessaires. Alors après, savoir comment il faut associer des élus, des associations, le monde politique, etc. Les négociations. Le débat, ça, c'est le rôle des politiques de le définir, mais c'est sûr que, heureusement que nous avons et un plan et une organisation en cellule interministérielle de crise qui nous permet quand même de réagir vite. Mais Marc Guerrier, en tous les cas, cet appel à la vertu de nous rappeler que le virus peut atteindre les corps également, mais aussi les esprits. On a des exemples dans la littérature. Éventuellement la démocratie? Éventuellement la démocratie, j'en sais rien. En tout cas, elle interroge la démocratie. Je reviens, le plan est très important. Regardez page 8 et 9 du plan. Il y a un chapitre extrêmement important sur l'éthique. Il est écrit, je cite, « Il faudra veiller à maintenir un consensus social autour de valeurs éthiques » dans le plan. La question, elle est là derrière, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on se donne les moyens aujourd'hui d'identifier ces valeurs? Parce que c'est pas évident. Il faut pouvoir mettre des mots dessus, ne serait-ce que pour pouvoir en débattre, et ensuite faire quelque chose qui ressemble à un consensus. Une question derrière, j'ai pas la réponse, mais je crois qu'il faut la poser, c'est quels sont les éléments de ces décisions qui doivent passer par la représentation nationale et lesquels ne passent pas. En situation exceptionnelle, peut-être qu'on peut y repenser. En tous les cas, des rendez-vous sont prévus avec les ministres concernés devant le Parlement, n'est-ce pas? La première obligation pour avoir un consensus, c'est d'informer le mieux possible et le plus complètement, et c'est ce que nous essayons de faire, je crois, depuis déjà plusieurs mois. Merci, messieurs, pour ce dialogue. Dernière page du journal maintenant. La presse européenne se gausse des visites arrangées par et pour Nicolas Sarkozy. C'est l'objet du décodage tout de suite avec Stéphane Rosès, politologue et président de CAP, Société de conseil. En déplacement est toujours précédé, on lisait ça ce matin notamment dans Libération, par une équipe de l'Élysée qui veille au bon déroulé de sa visite. Nous avons en images quelques exemples de ces visites présidentielles sur le terrain, le public, la prise de parole, le décor. Il s'agit d'éviter des mouvements intempestifs, dit-on, du chef de l'État. On se souvient de ses sorties inopinées devant un pêcheur du Guilvinec par exemple, ou encore au salon de l'agriculture. L'Élysée, on le sait, a qualifié de grotesque un casting sous toise pour sa visite récente à l'usine Faurecia dans l'Orne. En tous les cas, la presse européenne en fait largement état encore ce matin. Invité du 18h pour cette dernière séquence décodage. Stéphane Rosès, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que la politique est malade de la com?
La politique dépend beaucoup de la com. En cette période de crise, les politiques sont un peu sous tension. Ils doivent montrer qu'ils sont en mouvement, proches des Français, et ça veut donc dire sur le terrain. Mais comme nous sommes en période de crise, ils souhaitent éviter tout risque de dérapage, tout risque de mauvaise humeur. Ce sont des choses qui sont arrivées par le passé. Et puis par ailleurs, comme Nicolas Sarkozy a réorienté ces derniers mois la façon dont il souhaite habiter le costume présidentiel, plus zen, voilà, plus attentif à son vocabulaire, à la façon dont il parle. Les choses sont du coup millimétrées au risque que cette hyper-sécurisation des choses donne à voir, je dirais, des mises en scène plus visibles que par le passé. Ça a toujours été un tout petit peu le cas, mais là, la crise est... Oui, ça a toujours été un tout petit peu le cas. Quand un chef d'État se déplace sur le terrain, il y a évidemment une préparation, il y a des sympathisants, des choses comme ça. Mais là, il y a la conjonction à la fois d'une crise économique qui fait que le président veut éviter des signes de mauvaise humeur devant la caméra, et puis aussi un travail sur lui-même qui fait que son entourage souhaite avec lui que les choses soient millimétrées, au cordeau. Mais à terme, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dévalorisation de la parole politique, puisque le citoyen va se rendre compte que, vous l'avez dit, tout est millimétré, préparé à l'avance? Oui, alors là, vous savez, dans la monarchie républicaine qui est la nôtre, ce qui est important pour les Français, c'est plus l'authenticité du politique, c'est-à-dire le rapport entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, que le fait même qu'il puisse y avoir une mise en scène, sauf quand des éléments un peu grotesques ou triviaux peuvent être mis en avant. Mais grosso modo, les Français, dans les études, notamment lorsqu'on leur demande à réagir à des reportages, des choses comme ça, considèrent que le président de la République peut être dans une forme d'apparat, d'être dans une forme de préparation, comme il en était autrefois dans la cour du roi. Par contre, ils sont évidemment, avec la période de crise, très exigeants sur le rapport entre ce que dit le président et ce qu'il fait réellement comme président de la République. Ce que vous nous dites, en fait, ce qui est en cause, c'est moins la spontanéité de la parole politique que le caractère parfois intempestif du chef de l'État? Absolument. Ce qui est important, c'est que ce que dit le chef de l'État, ce qu'il porte, corresponde à des valeurs, et que lorsqu'il se déplace, ce n'est pas seulement Nicolas Sarkozy, l'homme, comme les autres, c'est quelqu'un qui porte une fonction présidentielle et qui donc doit s'éviter de se comporter au quotidien dans sa fonction comme il le ferait chez lui. Bien. Un conseil quand même aux communicants de l'Élysée, ne pas pousser trop loin le zèle? Ne pas pousser trop loin le zèle, mais ça fait déjà un certain temps que les communicants de l'Élysée se demandent comment cadrer le président. Là, ils y réussissent d'autant plus que le président a le sentiment que la séquence politique après les européennes était bonne, et donc il a le sentiment que cette nouvelle zénitude est son affaire et pas celle de ses conseillers. Merci Stéphane Rosès. Je note qu'on vous retrouvera régulièrement dans le journal de 18h le vendredi avec Caroline Delage. Merci. Merci. La suite de cette tranche d'information sur Public Sénat, avec maintenant justement l'émission Déshabillons-les consacrée à la communication politique. Et Hélène Risser s'intéresse cette semaine au Parti communiste français. Elle a également des choses à dire en matière de com et de communisme.